je suis avocat chez Element AI, Element AI, pour la communauté montréalaise ou internationale. Essentiellement, c'est une compagnie qui va avoir 2 ans à l'automne. Et grâce aux cofondateurs, dont un très célèbre chercheur en intelligence artificielle, Yoshua Bengio, qui est professeur ici à l'Université de Montréal, à la tête du MILA, qui est un centre en machine learning. Essentiellement, la compagnie, sa thèse était très simple, c'est-à-dire on va accélérer le cycle de création et de déploiement de la nouvelle génération de logiciels. Donc, ces logiciels sont basés sur des principes d'intelligence artificielle. On va faire ça d'une manière qui est un peu différente. Donc, oui, on va avoir des équipes de développeurs, on va avoir des équipes de gens qui travaillent vraiment sur des problèmes concrets, des problèmes avec certains clients, mais on va aussi avoir une collaboration très claire avec des chercheurs. On va avoir nous-mêmes, à l'interne, on a un laboratoire de recherche fondamentale. C'est quand même un peu particulier pour une entreprise qui est du côté commercial. Donc, on a une équipe de chercheurs qui, essentiellement, on a été capable de recruter avec une approche qui est très différente de celle du GAFA, donc Google, Facebook, Amazon et compagnie, qui valorise puis qui encourage la publication, la poursuite des travaux académiques. Donc, pour une entreprise, c'est assez particulier parce qu'on est habitué d'être dans un contexte où le secret règne, où on travaille vraiment en catimini, puis ce genre de collaboration-là est l'exception et non la règle. Nous, vraiment, au sein de l'entreprise, on a ce laboratoire de recherche fondamentale-là. On accueille des étudiants de doctorat dans des différentes familles ou thèmes de l'intelligence artificielle. Et puis, grâce à ces travaux-là, on continue à publier. Puis on continue à participer dans les cycles de conférences, dans les grandes conférences d'intelligence artificielle. Donc, c'est assez intéressant de le faire et de gérer. Pour information, moi, mon background, je suis avocat en propriété intellectuelle. Et puis, d'arriver dans l'entreprise et puis d'être confronté à cette réalité-là, cette dualité-là, de dire, on a nos approches, nos avantages stratégiques, nos secrets, évidemment, parce qu'on est une entreprise, on n'est pas nécessairement un centre de recherche par définition. Mais on conjugue ça avec une culture de transparence, une culture d'ouverture, une culture de collaboration. Donc, la question, c'est comment conjuguer tout ça, qui est finalement, quand on est avocat en propriété intellectuelle, c'est un peu aussi comment est-ce qu'on démêle tout ça, comment est-ce qu'on gère tous ces tensions-là naturelles qui peuvent exister entre finalement une culture très ouverte et puis une qui a plusieurs incitatifs est un peu plus réservée. Donc, c'est un juge de la Cour suprême qui a dit « Sunshine is the best medicine », donc la clarté est le meilleur remède. Donc, c'est vraiment, vraiment dans la transparence qu'on fait ça. Donc, quand on collabore avec les universités, quand on participe soit à un chaire de recherche sur ce qu'on fait, ou quand on travaille vraiment avec des chercheurs de différentes institutions, c'est en étant vraiment très transparent. C'est en étant... Oui, il y a un relatif... beaucoup de ces collaborations-là sont dépourvues de formalisme très clair. Évidemment, plusieurs chercheurs ici, c'est très rare qu'on arrive dans une collaboration académique et on dit « OK, parfait, il nous faut une entente de collaboration. » Parce que finalement, c'est perçu un peu comme un frein à cette créativité-là, à ce dynamisme-là qui peut exister dans une collaboration. À l'inverse, quand on est dans des domaines où cette collaboration-là, clairement, le but, c'est d'accélérer la recherche, mais éventuellement de la commercialiser, cette transparence-là, elle vient vraiment briser plusieurs barrières parce qu'on arrive à s'engager puis à dialoguer avec soit des centres de transfert technologique en université ou avec des professeurs ou avec différentes instances universitaires, en arrivant en disant, il y a de la recherche fondamentale qui va se faire. Puis vraiment, au niveau de la recherche fondamentale, les limites naturelles de la propriété intellectuelle sont très présentes. Je veux dire, on ne peut pas breveter des algorithmes, on ne peut pas breveter des mathématiques, on ne peut pas breveter des concepts, ou on ne peut pas chercher vraiment à aller chercher une certaine protection de propriété intellectuelle à ce niveau-là. Toutefois, l'accélération de toute cette recherche-là, puis sa commercialisation, c'est là où le jeu se passe vraiment. Donc, nous, ça a été un peu ça l'histoire de cette transparence-là, de ces dialogues-là, c'est de dire, on publie en open source plusieurs résultats, plusieurs jeux de données, plusieurs fruits de ces collaborations-là, on publie très activement. Mais évidemment, nous, le pari un peu de l'entreprise, c'est de dire, accélérons. Puis prenons les fruits de ces recherches-là, puis on est capable de l'amener d'un point de vue commercial plus rapidement. Puis comme dans ces collaborations-là, à un niveau plus fondamental, c'est pas forcément une question de propriété intellectuelle, c'est une question de vraiment dynamiser la recherche fondamentale, on est capable de le faire.
Puis en étant très clair sur ces objectifs-là, ben, on est capable de s'entendre très bien, puis finalement d'être capable de recruter finalement, parce que c'est ça, c'est une guerre de talent, de recruter plusieurs chercheurs qui sont attirés par cette culture-là collaborative, cette culture-là un peu plus ouverte. Donc ça, c'est un petit mot finalement sur comment est-ce que tout ça peut s'articuler dans une culture où on conjugue ouverture, mais évidemment avec certains intérêts un peu plus commerciaux. Il y a une nuance qui est super importante à préciser. Il y a deux axes autour de plusieurs choses en propriété intellectuelle. Définitivement, on le voit en matière de logiciels open source. Le premier axe, c'est celui du droit de propriété. Donc, la question à qui appartient un logiciel ou à qui appartient un certain développement technique. Cet axe-là se conjugue avec un autre axe qui est celui de l'accessibilité. Ils ne sont pas antinomiques. Donc, de dire qu'on publie, qu'on livre en open source certains logiciels ne nie aucunement le droit d'auteur qu'on peut avoir dans un logiciel. On n'est pas en train de consacrer des choses au domaine public. On est en train de concéder une licence qui, à défaut d'être entre deux personnes, est en fait envers une communauté. Ça nie pas le droit de propriété fondamental qui existe dans un logiciel, par exemple, qu'on décide de publier en open source. Et ça, la nuance entre droit de propriété et accessibilité est essentielle. Parce que pour plusieurs, il y a cette conception de dire, ben, c'est pas grave, c'est quelque chose qui est open source, il n'y a rien qui vraiment s'applique, je peux en faire ce que je veux. Wow, au contraire. En fait, parmi les licences les plus restrictives qui existent, ce sont des licences open source. Articulant clairement que l'auteur, le propriétaire, le titulaire du droit d'auteur, croit tellement en son droit de propriété qu'il rend accessible à tous, mais qui rend ça très contraignant, je veux dire, contraignant dans une certaine mesure. Donc, cette nuance-là est aussi essentielle dans cette notion de collaboration. Puis c'est un mythe. C'est une perception qui existe qu'il faut très clairement démystifier parce que même au niveau des chercheurs, nous, c'est important aussi de les faire réaliser ça. C'est que c'est pas parce que quelque chose est accessible qu'il forcément est utilisable, surtout dans un contexte d'entreprise. Contexte académique, c'est sûr qu'il y a plusieurs exemptions au niveau du droit d'auteur, par exemple, au niveau du droit des brevets qui peuvent venir à nous aider, mais dans le domaine des données, surtout, en ce moment, c'est beaucoup ça le nerf de la guerre en intelligence artificielle, c'est l'accès à des données de qualité. Même des données qui sont distribuées librement viennent avec des licences qui ne sont pas compatibles. On utilise encore beaucoup de licences Creative Commons, qui sont des licences qui sont basées pour des œuvres en droit d'auteur, protégées par le droit d'auteur. Mais une donnée, fondamentalement, une donnée n'est pas sujette à un droit d'auteur. Une donnée n'existe que lorsque matérialisée dans une base avec nos collègues français qui sont très familiers avec les nuances apportées par la directive sur les bases de données. Très clair. Très clair. Je veux dire, on peut protéger la base de données elle-même, mais la donnée fondamentale, non. En droit d'auteur canadien, la nuance, elle existe au niveau de la loi sur le droit d'auteur, mais elle est très, 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 très en filigrane dans la loi, dans la notion de compilation. Puis dans la définition de compilation dans la loi sur le droit d'auteur, on vient qu'à dire il y a une compilation d'œuvres, œuvres au sens de la loi sur le droit d'auteur, et il y a une compilation de données. Donc clairement, on pose données et œuvres en opposition. Tout ça pour dire que on utilise des licences pour plusieurs jeux de données qui visent pas fondamentalement la base de données elle-même, mais la donnée elle-même. Et puis bon, si on parle d'une base de données d'images, ça va. Conceptuellement, l'image elle-même est protégée par le droit d'auteur. Mais quand on parle d'informations, quand on parle vraiment de jeux de données elles-mêmes, on utilise des licences qui sont fondamentalement incompatibles. Et donc, on arrive avec toutes sortes de restrictions qui sont difficiles à conjuguer, qui sont difficiles à gérer puis à vraiment rendre pratique. Pire encore, au niveau technologique, il y a tellement de subtilité au niveau de l'intelligence artificielle, de plusieurs méthodes en intelligence artificielle. Quand certains types d'algorithmes, une généralisation c'est sûr, mais quand certains types d'algorithmes sont entraînés sur des jeux de données, une fois que ça c'est fait, le contact constant avec la donnée n'est plus nécessaire. La question c'est qu'est-ce qui reste dans l'algorithme? On parle en anglais c'est weights and hyperparameters, donc dans les structures neuronales, donc une méthode de travail en intelligence artificielle, chaque
neurone a un certain poids relatif, qui est finalement le reflet des données. Puis ces données-là ont certaines des petites ombres, si on veut, qui restent au travers de la structure neuronale, qui persistent même si on n'a pas le contact constant avec la donnée. La question c'est, ben, si je suis en contact avec des données, puis après ça, je réalise que la licence est incompatible ou finalement peut-être qu'on a contracté ensemble pour que j'aie accès à des données, si ma licence est révoquée, qu'est-ce qui arrive avec cet algorithme-là qui est entraîné? Sans subtilité technologique à la chose, puis en réalisant qu'il y a plusieurs de ces licences-là qui ne comprennent pas finalement ou appréhendent pas ces réalités-là, ces subtilités-là, on se retrouve vraiment dans un domaine où ben, il faut démystifier les choses, puis il faut peut-être même à terme aller se questionner à savoir, bon, est-ce que ces licences-là ou est-ce que la manière qu'on travaille avec les données ou avec l'open source, même plus généralement, est-ce qu'elle est fondamentalement compatible avec certaines méthodes d'intelligence artificielle? Question se pose. La beauté avec beaucoup d'aspects des legal tech, je veux dire, le programme aujourd'hui en était local. Il y a plusieurs sous-aspects, il y a plusieurs thèmes qu'on peut aborder. Un aspect technologique qui me fascine beaucoup, puis ça a été une des premières fois qu'on m'a expliqué finalement beaucoup de techniques en intelligence artificielle, c'est une capacité d'abstraction dans plusieurs de ces logiciels-là qui est vraiment fascinante. Au final, un enfant, quand on lui donne Où est Charlie, le livre Où est Charlie, on dit ok, ben parfait, il faut que tu trouves Charlie. Charlie est grand, mince, lunettes rondes, chandail bariolé. Voici Charlie. L'enfant, au premier coup, évidemment, regarde la première page. Bon, mais Charlie, c'est la thématique, je sais pas, hiver. Bon, Charlie, ok. Où est Charlie? On le trouve. La notion de Charlie, c'est une abstraction. On réalise c'est qui Charlie. Page 2 pour un enfant, on dit ok, mais parfait, Charlie, ok, Charlie c'est l'été maintenant, donc Charlie à la plage. Peut-être qu'il va porter des Bermudas plutôt que son habit de neige dans le tableau précédent. L'intelligence artificielle, beaucoup de méthodes n'ont pas cette capacité d'abstraction, mais peuvent l'apprendre. Donc au final, on peut entraîner un algorithme à dire, ben voici, trouve Charlie. Mais la notion de Charlie n'existe pas. Il faut la préciser. Il faut entraîner l'algorithme à pouvoir réaliser c'est qui Charlie. Donc au premier tableau, pour l'algorithme, Charlie, c'est une taille de pixels extrêmement large. Charlie, c'est pas juste Charlie l'individu, c'est Charlie à côté d'un bonhomme de neige, Charlie à côté d'un traîneau. Après ça, au tableau suivant, ben, c'est Charlie qui se raffine un peu plus, Charlie à côté d'un parasol. Jusqu'à temps qu'à force d'entraînement, les algorithmes sont capables à ce moment-là de dire Charlie égale grand, mince, chandail bariolé, tuque, lunettes rondes. Mais c'est pas au premier coup. Donc, la notion d'intelligence vient un peu de ça. Cette capacité à aller, par exemple, apprendre puis faire une abstraction. Le droit est fascinant dans sa capacité. C'est plutôt un terreau fertile, extrêmement fertile pour plusieurs outils d'intelligence artificielle, parce que c'est ça qu'on fait quand on travaille. Cette notion-là d'abstraction. Puis même une loi est elle-même structurée de manière très logique pour un algorithme. On peut appréhender ça assez facilement, parce qu'on a une logique programmatique qui est fondamentale à toutes nos lois. Si, alors, if then, if then, if then. Puis ça, c'est très conceptuellement facile pour des outils d'intelligence artificielle à comprendre. Parce que cette abstraction-là, ou ces conditions-là, ou qu'est-ce qui vient qu'à débloquer certains exemples ou certaines conséquences, c'est ça la loi. C'est-à-dire, ben, est-ce qu'on a un certain type de fait qui débloque certaines conséquences? Quand on lit un contrat, c'est la même chose. Je veux dire, on ne met pas de phrases qui n'ont pas de conséquences dans un contrat, règle générale. Du moins, l'idéal, c'est qu'il n'y en ait pas. Mais quand on révise, moi, ça fait pas mal partie de mon quotidien de juste être tout le temps la tête dans des contrats. Puis, à la révision finale, si on lit une phrase et il n'y a pas de conséquences, la question c'est pourquoi c'est là? Est-ce qu'on est en train de donner du contexte? Est-ce qu'on est en train de donner certaines interprétations? Est-ce qu'on est en train de rajouter justement du contexte à ces principes qu'on essaie d'inculquer? Probablement. Mais on rajoute de la confusion, on rajoute du bruit. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, bon, l'interprétation contractuelle, à ce que je sache,
il y a quand même des outils qui sont déjà très présents. Je veux dire, il y a un outil, les ententes de non-divulgation. Je veux dire, c'est un des premiers types de contrats qu'on en regarde quand on commence notre pratique, surtout du côté contractuel. Aujourd'hui, je veux dire, on les fait quasiment les yeux fermés. On sait exactement qu'est-ce qui est supposé d'être là, qu'est-ce qui n'est pas supposé d'être là, qu'est-ce qui est vraiment différent, mais des NDA, il y en a de toutes les couleurs. Mais fondamentalement, c'est le même contrat. Donc, il y a des outils qui peuvent scanner un nouveau document puis dire, ben voici les exceptions qui ressortent qui ne sont pas comme ton précédent ou la position que ton entreprise a déjà adoptée. Ça existe. C'est très courant. Puis là, non seulement l'outil est capable de faire un diagnostic, mais dans les aspects de programmation, derrière, on peut fixer des politiques d'entreprise. Donc, si cette clause-là arrive, alors remplace-moi-la donc pour quelque chose comme ça à la place. Ou si ça arrive, identifie-moi-le parce que je veux, si par exemple une partie contractante vient mettre ce genre de clause-là, pour moi c'est un signal d'alarme. Donc, on peut vraiment, cet outil est fascinant, mais c'est vraiment le fruit de travail qu'un avocat junior en entreprise fait. Puis on vient à un peu remplacer ça. Un autre outil d'une startup canadienne, mais qui opère surtout aux États-Unis, il s'appelle Ross. Donc Ross, un outil infonuagique dans lequel on prend un mémoire d'appel ou n'importe quelle mémoire suite d'argumentation écrite, drag and drop, puis il fait l'analyse complète du texte, recense la jurisprudence qui est citée, et vient dire si la jurisprudence est à jour ou pas, puis encore un niveau plus bas, vient dire si le bon paragraphe a été cité. C'est un outil gratuit. Gratuit. C'est fascinant. Mais, étant un peu avocat, un peu geek, je suis allé voir les termes et conditions de la plateforme. Ça vient me poser la question déontologique de la chose. Je pense que ça va être le sujet d'une couple de quelques conférences aujourd'hui, mais déontologiquement, est-ce que c'est responsable d'utiliser un outil comme ça sans prendre des précautions, sans s'assurer que le document qu'on soumet, on a pris les précautions par rapport au secret professionnel? L'autre question qui se pose, c'est un avocat aujourd'hui qui n'utilise pas les courriels, qui n'utilise pas l'informatique, serait en manquement déontologique complet. La question, c'est quelle est la prochaine norme qui va exister par rapport à la pratique? Chez les radiologues, je veux dire, il y a des outils en ce moment de diagnostic qui viennent vraiment complémenter le jugement qui a pris une quinzaine d'années pour ces radiologues-là à apprendre. La norme de pratique chez les radiologues, est-ce que ça sera maintenant d'utiliser ces outils d'intelligence artificielle-là qui viennent augmenter notre capacité d'apprendre? Il y a un concept qui est fondamental en intelligence artificielle, ou du moins de la manière qu'on le fait chez Element AI, c'est une notion d'augmentation. On parle beaucoup de human in the loop, donc l'humain est dans la boucle. L'automatisation des décisions n'est pas forcément la bonne voie. L'important, c'est d'augmenter puis d'être capable de trier une quantité impressionnante d'informations, d'en tirer des jugements, des abstractions que peut-être qu'on ne voit pas ou qu'on voit, puis que ça facilite notre tâche, mais jamais de remplacer la décision finale. C'est une question finalement de responsabilité puis de accountability, d'être redevable de ces décisions-là, puis de ne pas tomber dans les automatismes, puis d'être capable de mesurer les biais qu'on peut avoir, mais aussi de tester notre capacité à vraiment être correct dans nos abstractions. Donc, bref, c'est un peu une séquence de beaucoup de thèmes en 20 minutes. Je pense que j'arrive à peu près là. Mais bref, merci beaucoup pour l'invitation. Puis ça sera un plaisir de suivre le reste des conférences au courant de la journée. Merci.